Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Alors aujourd'hui, on va parler de bases de données graphes, de séries temporelles et comment on peut faire des jumeaux numériques et plein d'autres choses avec. Alors c'est super parce que ce sont des sujets qu'on aborde très peu souvent. Je suis Vincent Huchling, je suis consultant indépendant, j'accompagne mes clients dans leurs projets data et IA. J'aide mes clients à imaginer, concevoir et implémenter les outils data et IA qui changeront leur business. Alors pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir François Fouquet de DataSings qui est avec nous depuis Luxembourg. Salut François, comment ça va ? Salut Vincent, ça va bien, merci. Alors, peut-être qu'on peut démarrer déjà par te présenter brièvement pour nos auditeurs, pour qu'ils sachent effectivement qui tu es et quel a été ton parcours avant d'arriver à ce beau projet dont tu vas nous parler. Et puis après, on ira un petit peu dans le détail de voir comment est-ce que toi et tes collègues, vous êtes arrivés à construire justement DataSings et puis Greycat, qui est la base de données sous-jacente dans Ok. votre activité. Eh ben écoute, donc je m'appelle François Fouquet, je suis on va dire de formation chercheur en construction de logiciels, avec une spécialité pour tout ce qui est logiciel distribué, compilateur, on va dire optimisation de systèmes big data. J'ai fait ma thèse en France, à l'INRIA, et puis après j'ai travaillé dans divers laboratoires un peu partout avec des collègues, que ce soit au Canada ou Norvège, pour un petit peu m'ouvrir l'esprit par rapport à d'autres approches. Et puis j'ai fondé avec 4 autres chercheurs DataThings au Luxembourg, autour des travaux qu'on menait sur les jumeaux numériques, en particulier les jumeaux numériques pour gérer les infrastructures. Et de fil en aiguille, on a créé cette structure pour maturer une technologie qui était pour nous un prototype de recherche, qui est devenu après une database, un vrai produit, et puis on va en parler aujourd'hui, qui était issu de toutes nos réflexions de base graph, et puis qui aujourd'hui est devenu un produit qui alimente des choses en production, en particulier pour gérer la grille électrique et les fameux compteurs intelligents. Ouais, donc au cœur de vos réflexions, il y a clairement ce sujet des bases graphes. Alors c'est vrai que il y a eu plein d'initiatives, il y a eu plein de produits qui sont arrivés sur le marché et il y a toujours eu, entre guillemets, une difficulté à trouver un vrai cas d'usage, quelque chose qui... Enfin, il y en a des cas d'usage, hein, quand tu entends les gens de Neo4j, des choses sur la fraude qui ont pu être faites avec ça. Mais ce sont des cas d'usage quand même très particuliers et finalement qui peuvent être contournés assez souvent. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, Ouais. vous, justement, à trouver qu'on ne pouvait pas faire autrement qu'avec une base graph ou quelle était l'évidence qui vous a amené, justement, à articuler toute votre recherche et toute votre création de produits autour de cette base graph, justement? Ben alors, comme beaucoup de gens, on avait tout un panel de solutions qui étaient disponibles. Et donc, pour faire des solutions comme des digital twins, on est souvent amené à faire des assemblages. On attrape des technologies ou des bases de données qui sont spécialisées pour tel ou tel type de données. Donc, on va parler des bases SQL pour tout ce qui est données relationnelles, des bases time series pour tout ce qui est, on va dire, données de capteurs. La difficulté elle vient souvent dès qu'on commence à faire un peu des systèmes hybrides qui ont besoin de ces différentes informations, parce que pour prendre une décision, on a besoin d'avoir ces informations disponibles en quasi temps réel, on va dire. Et là, tout d'un coup, quand on commence à faire ces systèmes hybrides, on commence à se casser les dents sur un système difficile à maintenir, qui doit être cohérent, sur lequel il faut assurer la cohésion au niveau des insertions, au niveau des mises à jour, la mise à jour des index en parallèle. Et là, ça commence à être des systèmes assez Frankenstein à maintenir. Et ce qui nous a, nous, motivés complètement à dire, OK, il faut vraiment qu'on cherche un autre postulat, c'est que des cas comme la grille électrique, c'est des cas compliqués, pas tant par le volume de données, ça on parle pas de pétabytes ou de choses comme ça, des grands chiffres qui pourraient faire peur. On parle que de terabytes, ça reste des gros systèmes, mais c'est pas non plus gigantissime. Par contre, il y a beaucoup de types de données. Il y a en général quelques centaines, quelques milliers de data types à orchestrer. Et là, tout d'un coup, s'il faut faire des mappings entre ça, mettre des bouts sur une DB, assurer la cohésion, compiler un petit bout d'un côté et l'autre sur les DB,
c'est tout d'un coup très compliqué et on s'est dit là, il faut vraiment un système qui, dès la base, assure une cohésion de ça. Et puis après, ce qui nous a complètement mis dedans au niveau des réflexions de recherche, c'est de dire, bon, il y a des bases de données qui représentent un état courant et il nous faudra des bases de données pour représenter des tests, des simulations. Et là, clairement, quand on a un Frankenstein, faire des branchements ou des calculs hypothétiques dedans devient quasiment pas impossible. On en avait parlé Ouais. durant l'interview. J'aime pas, disons, donner en tant que chercheur des mots trop forts, mais disons que la complexité fait que ces systèmes sont très rarement développés parce que compliqués, donc chers. Et c'était bien dommage. Et donc c'est ça un petit peu qu'on voulait aborder, faire quelque chose de simple, qui soit du coup pas un Frankenstein de tout un tas de technologies à prendre en main. Ouais. Et après, il y a effectivement. Après, c'est vrai qu'effectivement, quand on veut représenter un monde réel, le graphe est un truc finalement qui semble être une évidence, hein. Parce que c'est quand même un monde réel, ce sont des concepts, des objets qui sont intercalés entre eux. Et j'avais pas perçu effectivement le sujet de la multiplicité de types de données qu'il faut intégrer entre eux. Et ça, effectivement, qui est un vrai sujet derrière pour faire rentrer dans un modèle Ouais, traditionnel, quoi. Ouais, ouais, je comprends effectivement cet aspect-là. Et après, tu l'as souligné aussi, tu as ce sujet de mesurer l'évolution d'un état dans le temps. Et là, on arrive à cette dimension time series aussi, qui est finalement quelque chose qui trouve dans la mesure de phénomènes industriels tout son sens, hein, de ouais. mesurer effectivement l'état et de pouvoir voir l'évolution d'un état. Et c'est vrai et donc vous avez fait ce tour de force de coupler la time series avec le graphe pour pouvoir avoir justement cette chose-là, quoi. Ouais, c'est ça. Au final, dès qu'on a abordé, alors on parlait pas d'intelligence artificielle à l'époque, mais on utilisait déjà beaucoup de machine learning. On s'est aperçu que la donnée mesurée n'a pas beaucoup de sens tant qu'on n'a pas de contexte environnant pour comprendre ce qui s'est passé. Finalement, on mesure Ouais. quelque chose, mais pour le comprendre, il faut savoir où et pourquoi. Et donc, le mélange des deux arrive de manière inéchappable dans tout le milieu industriel. Alors, on parlait des réseaux électriques, mais c'est exactement la même chose pour surveiller une usine, une chaîne de production. C'est juste l'échelle change en termes de ce que le logiciel gère, mais le logiciel lui-même, c'est exactement la même chose. Finalement, quand on gère des sites de production avec des machines-outils et des fraises, Mm. on a presque les mêmes techniques quand on gère un réseau de distribution énergétique qui a une espèce de matrice sur lequel viennent s'y brancher des données de capteurs. Mm. Ok, ouais, ouais, ouais. Non, non, mais et puis après, on le verra un peu plus tard, tout ça peut aussi être étendu à la modélisation de flux plus presque géopolitiques. Et, Tout à fait. on verra, c'était un exemple assez intéressant que tu nous montreras dont tu nous parleras un peu plus tard. Euh, c'est quoi vous avez une notion qui vous permet de forquer, entre guillemets, le monde Mhm. réel pour pouvoir tester des scénarios. C'est quoi cette notion de what if que vous avez développée? Alors, le what if, c'est un peu le terme consacré dans le monde des digital twins et des simulations. C'est l'idée de dire, je vais créer une situation hypothétique dans laquelle je vais tester quelque chose, une modification que j'aimerais faire, que ce soit sur ma grille effective ou pas. Et on dit what if parce que je vais faire cette modification, et donc stricto sensu, dans une base de données, je vais aller faire une insertion qui va pas être visible par les autres, un peu comme une transaction qui est pas finie. Et puis ça va déclencher toute la cascade des calculs dérivés pour voir finalement ce changement-là va impacter quoi. Et donc ces choses-là, ces tests et erreurs et tests ou validations, on en fait beaucoup en parallèle et donc on est parti de ces hypothèses du many world. Alors on a volé un peu à la physique quantique, même si c'est malheureusement pas tout à fait notre domaine, son vocabulaire, parce que c'était assez approprié pour expliquer ce qu'on faisait. Et donc, les hypothèses des mondes parallèles, mais aussi des effets en cascade d'un changement, s'appropriaient tout à fait pour les simulations, parce que finalement, en changeant un élément, on voit qu'on a des effets de bord 3, 4 coups après. Et donc, c'est ça que vous voulez faire dans la base de données, avoir quelque chose qui puisse à tout moment dire, j'ai le monde réel, j'ai tous les mondes hypothétiques que je représente en permanence qui sont qu'est-ce qui pourrait se passer si, et donc comme ça on fait un système qui a toujours X coups d'avance par rapport à ce qui va se passer. Bien sûr tout ça est simulé, mais c'est bien l'idée. Ça veut dire que tu es capable de faire sur la base de la même base de données,
d'avoir entre guillemets un snapshot, si j'essaie de faire un parallèle avec ce qu'on ferait dans une base de données traditionnelle, de faire un snapshot, de travailler des hypothèses sur ce snapshot et éventuellement d'en faire plusieurs en parallèle, mais sans jamais affecter la base de données qui, elle, va continuer à se mettre à jour avec ce qu'est la réalité entre le début de l'expérimentation que tu vas faire à côté et la fin de cette expérimentation. Ok, impact. En fait, c'est de toute façon ce qu'on utilise dans les algorithmes de recherche de solutions. C'est-à-dire, on a toujours quelque chose qui visualise une solution candidate. Et toute la difficulté, c'est quand cette solution candidate, elle est grosse. Et donc là, par exemple, si on parle d'un gros graphe à la base, eh ben, il faut que l'opérateur de fork qui soit malin. On est très loin de faire une copie, bien évidemment. Par exemple, si on parle d'une route, je vais pas cloner l'intégralité de la France pour se dire je vais simuler pour telle route le changement. Il faut que j'ai quelque chose de malin qui fasse un delta pour faire un calcul un peu précis. Mais c'est tout à fait ça. Finalement, pour la time series qui représenterait le nombre de voitures qui passent sur la route, on en fait un clone et dans une certaine branche de la DB, en fait, la time series va représenter dans le futur quelque chose qui est impacté par des travaux, par exemple. C'est-à-dire tombe à zéro et puis les routes environnantes vont prendre un plus 10, 20, 30% de surcharge parce que on sait que finalement on va rerouter le trafic routier dessus. Et c'est exactement ça qu'on fait sur la grille électrique. Autour de ça, vous avez donc créé cette base de données qui s'appelle Greycat. On reviendra dessus un tout petit peu après. Mais vous avez aussi créé tout un environnement qui permet de travailler autour de ça, c'est-à-dire que là où pas mal de bases de données vont vous donner un endpoint et puis vous vous débrouillez avec et vous utilisez ce que vous voulez, vous avez décidé de créer aussi un langage qui permette aux utilisateurs d'assurer la modélisation, d'assurer la manipulation, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vous avez refait l'équivalent d'un SQL finalement spécifique pour Greycat. On pourrait se poser la question, comme c'est quand même extrêmement pythoniste le monde de la data, de pourquoi pas avoir fait une librairie Python plutôt que de se dire plutôt que de faire un langage en tant que tel. Qu'est-ce qui vous a amené à ça finalement ? Alors plusieurs choses, hein. C'est vrai que c'est un choix qu'on n'a pas assumé immédiatement parce que dans le monde des gens qui font du software, dans le monde en particulier des gens qui font de la modélisation, dire qu'on fait un nouveau langage, c'est vraiment un gros mot. C'est vraiment dire j'ai rien trouvé, ça marche pas. Et donc c'est un peu l'arme lourde qu'on ne sort que en dernier ressort. Donc c'est pas du tout ce qu'on a fait en premier ressort. On a commencé par faire des librairies. Alors à l'époque, nous, on était plutôt de la communauté Java parce qu'on faisait du traitement de données et des ETL et on venait de ce monde-là. Et donc on avait fait tout un tas de DSL et de librairies pour essayer de s'embarquer, de profiter du JVM qui était relativement mature et qu'il est toujours d'ailleurs. Qu'il est toujours, hein, ouais. Qu'il est toujours, hein, ça reste une pièce de software extraordinaire. Et puis on a essayé de rentrer là-dedans en se disant voilà, on va profiter de cette maturité de cette communauté-là pour construire, on va dire, notre système de base de données. Et puis de fil en aiguille, on a eu des problèmes, on va pas le mentir, on a eu des versions qui avaient des problèmes avec les garbage collectors en particulier, toutes ces approches-là sur du big data ont une certaine limite. C'est jamais simple, hein. C'est très difficile à maintenir en production parce que finalement c'est deux mondes qui se battent. On a eu aussi beaucoup de problèmes entre le fait qu'en héritant d'un langage, on hérite de ses forces et ses faiblesses. Et donc, dans les faiblesses, donc, on parlait du garbage collector, mais il y avait aussi le mapping difficile avec les données et la gestion difficile des caches sous-jacents. Et donc, de fil en aiguille, on s'est dit, bon, on va faire plutôt un mini-langage, quelque chose qui ressemble juste à un tout petit interpréteur qui fait quelques steps. Voilà, une espèce de langage de workflow, de pipeline un petit peu simpliste. Et puis de fil en aiguille, les utilisateurs nous ont dit mais moi je voudrais des fonctions, je voudrais des variables, c'est super cool. Maintenant que je suis directement dans la DB, je voudrais un truc où je lâche pas je voudrais une expérience utilisateur complète. Et puis plusieurs années plus tard, on a un serveur LSP, quelque chose avec les assistants complexion, le plugin. Enfin bref, on est au niveau de tous les langages généralistes. Et donc on a vraiment mélangé les bases de programmation avec les langages. Cependant, et ça, c'était vraiment une idée dès le départ. On était très content avec les langages de programmation classiques. Donc, on a un langage qui est un interpréteur dédié parce qu'il faut optimiser plein de choses pour la performance. Ceci étant dit, ce langage n'a pas de construction sémantiquement compliquée ou nouvelle. C'est un langage impératif.
Et donc tous les développeurs qui font du Python, du Java ou n'importe quel langage objet, en général, ils jumpent dessus sans aucune difficulté, encore plus aidés par les LLM aujourd'hui. C'est que des ifs, c'est que des boucles, c'est que des choses conditionnelles. Donc il est structurellement très simple. Par contre, la raison pour laquelle on a voulu faire un interpréteur, c'est que c'est un langage sur lequel on manipule les types. On connaît tout ce qui se passe dans ces structures. Et donc, de fait, la base de données peut savoir et se servir de ce savoir-là pour compiler à la volée les types, faire les mappings vers le disque en profitant de la colocalité des types, profiter des relations qui sont définies dans les types et le graphe pour organiser les données au mieux sur disque. Donc, au final, on peut faire des choses parce qu'on est avec un ensemble code DB qu'on pourrait jamais faire si on était dans un monde Python SQL où on va dire code interprété d'un côté et puis DB de l'autre. Parce qu'on pourrait pas faire d'assumption sur le fait que le programme a telle ou telle nature. Donc la vraie raison, c'est ça. C'est quand on est dans la DB, qu'on maîtrise les types, on peut dire ça va jusqu'à dire je vais partitionner et segmenter les structures sur disque, en particulier après la sortie du compilateur. Et donc ça, c'est très très confortable, évidemment, pour optimiser un système qui monte fort en mémoire. Et tu as aussi ce sujet qui est clairement, tous les langages sont dans un paradigme de manipulation de données, sont dans un paradigme très, très lié au côté tabulaire des données. Je cherchais le mot. Ouais. Tabulaire des données. Là où vous avez ce côté d'avoir l'itération et le parcours du graphe au cœur de la manipulation de données. Et ça, fondamentalement, gérer cette récursion, ce branchement possible d'aller dans un chemin, de parcourir un autre chemin, ainsi de suite, avec des langages classiques, c'est quand même très pénible à faire, quoi. On va se dire les choses clairement, quoi. Ouais. Ça, pour être franc, ça vient de notre frustration. On est des développeurs à la base, on maîtrise très bien la programmation objet, la modélisation des types et des classes et des relations entre elles. Et à chaque fois qu'on devait faire un mapping vers du SQL, de gérer des couches JPA ou du SQL Alchemy derrière pour gérer le mapping vers un monde sous-jacent, on se disait pourquoi on essaie de faire rentrer un rond dans un carré ou l'inverse. Il y a un moment où on est en train de lutter avec cette couche-là. Et donc là, pour Grey4, c'est l'inverse. La DB est un graphe, la DB est une organisation d'objets. Donc en fait, on ne parle pas en ensembliste, on ne parle pas en grouper les choses puis filtrer, on parle en j'itère dessus, je navigue. Comme je le ferais dans des langages à objets ou des langages qui ont des références. On peut parler de Rust ou de C++. Toutes ces logiques-là qui, du coup, reprennent des algorithmes complètement objets. Et donc, c'est pour ça qu'au final, le frein à l'entrée, alors évidemment, c'est un nouveau environnement, etc. Il y a des choses à apprendre. Mais après, pour les gens, une fois qu'ils ont compris ça, ils font des boucles, ils font des ifs, des for, ils plongent, ils suivent des relations. Au final, ils nous disent, je sais coder en objet, donc je sais coder en Grey4. Et c'est ça qu'on voulait. On ne voulait pas inventer un nouveau paradigme. On veut juste enlever la couche rond carré qui ne rentrait pas versus le disque. Ouais, non, mais c'est évident. Et on n'est pas habitué à cette rupture de paradigme. On reviendra peut-être après avoir identifié un petit peu c'est toujours intéressant identifier un petit peu sur des use cases. On approfondira peut-être le côté infrastructure pour voir un peu en termes de sizing, mais aujourd'hui c'est aussi quelque chose d'extrêmement simple à bootstrapper. Moi ce que j'ai pu en voir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui lancer un Grey4, finalement tu prends le binaire, tu lances et puis il y a pas 12 000 composants sous-jacents à spawner avant de pouvoir démarrer quelque chose. Donc c'est quand même là aussi quelque chose que vous avez voulu simplifier énormément. La possibilité de mise en œuvre. C'est ça. On venait du monde de Java, encore une fois, donc on sait très très bien ce que ça veut dire que de démarrer un service d'orchestration pour aller connecter des serveurs, pour essayer de commencer à avoir un cluster qui commence à peine à répondre au bout de quelques heures de config. Grey4, c'est un monolithe, c'est-à-dire que la base de données, le langage, et le compilo et la VM ne font qu'un. Donc il y a un exécutable qui tourne, il est tout seul. Quand on fait Grey4 Serve, il y a un serveur HTTP qui démarre, le programme va avec. Et donc, on a fait un environnement extrêmement simple pour la production. Et alors, ça nous a bien allé parce qu'au final, même sur des très gros cas de déploiement, on parlera de Copper qui est le déploiement pour le Luxembourg, on arrive à faire tenir sur un serveur, avec cette approche-là, des choses assez grosses, enfin, de notre point de vue, des DB de plusieurs terras sur une seule machine.
Et donc, c'est-à-dire qu'on a repoussé un peu plus loin le besoin de sortir le cluster, ou on va dire la distribution. Ouais. Et donc, ça, on en est assez fiers parce qu'en fait, tout d'un coup, il y a des problèmes assez sérieux qui peuvent tourner sur des petites choses. On a fait tourner des twins pour de l'industrie sur des petits Raspberry Pi qui sont du coup directement dans l'usine, déconnectés d'Internet, absolument complètement souverains. Et donc, c'était un peu un but, on va dire, secondaire. Et la raison, c'est parce que donc on travaillait pour ce projet-là pour Creos, qui est donc le distributeur énergétique du Luxembourg. Et donc ces déploiements-là, c'est des softwares critiques qui sont déconnectés de tout, Mm. qui ont accès à rien, qui sont dans un bunker, et qui servent, enfin qui sont proches, on va dire, des logiciels de maintenance de la grille. Et donc il faut être très simple sur ces technologies-là, sinon ça Ouais, devient ce que compliqué à j'allais déployer, dire. quoi. L'update Il doit être faut, la plus voilà. simple. L'installation et l'update doit être la plus simple possible. Bah, écoute, tu fais bien le bridge puisque je propose justement, on parle de ce qui est votre flagship Ouais, finalement en termes de use case, hein, puisque c'est finalement, j'imagine, quelque chose qui a été extrêmement fondateur dans l'évolution que vous avez pu faire au produit tout à fait, de tout à ce point de fait. vue-là. Et c'est, entre guillemets, si vous arrivez à faire ça, vous arriverez probablement à tout faire, quoi, puisque on est C'est dans un cas qui est quand même avec un niveau de complexité hyper important. Donc, il s'agit effectivement de Copper, qui est le monitoring de la distribution d'électricité sur Luxembourg. tout à fait. Voilà. Alors, comme tu l'as dit, hein, tout langage doit avoir son flagship pour montrer un peu les muscles et de savoir de quoi il est capable. On avait besoin de ce produit-là voilà, pour montrer que cette tech était fondée et sur quoi elle pouvait se baser. Alors, Copper, c'est le jumeau numérique de la grille électrique de Luxembourg, c'est-à-dire qu'il copie toutes les informations disponibles là-dedans, donc c'est-à-dire toutes les informations cadastrales, les informations techniques, où sont les câbles, les pylônes, les cabinettes, les fusibles, les panneaux solaires, les compteurs intelligents, les bornes de recharge de véhicules électriques, bref, à peu près tout ce qu'on peut trouver qui est connecté de près ou de loin sur la grille électrique. Et le but de ça, en tout cas pour cette partie Copper Luxembourg, c'est d'aider le réseau de distribution. C'est-à-dire que l'énergie arrive à plusieurs endroits, injectée par les panneaux solaires, ou divers points de génération d'ailleurs, ou achetée à l'étranger et réinjectée sur le réseau luxembourgeois. Il faut aider à la distribution jusqu'au point de consommation, c'est-à-dire les maisons, les pompes à chaleur, les bornes de recharge de voitures électriques. Et tout ça, on va dire, rend le réseau difficile à gérer. Et donc, la genèse de Greycat, c'est que Creos, à l'époque, nous avait dit il nous faut un logiciel pour gérer ça. Ça devient très difficile avec les panneaux solaires et les consommations fortes qui Ouais. surchargent le réseau et donc demandent un pilotage. Et donc, il nous avait posé un peu un challenge en nous disant qu'est-ce qui se passerait si vous pouvez me dire demain, si je déconnecte tel ou tel câble dans telle rue, quelle charge va être répartie sur le quartier environnant? C'est-à-dire, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux déconnecter ce câble-là? Est-ce que l'énergie va se répartir? Euh, et donc là, on s'était dit, bon, c'est là où on a commencé à faire un Frankenstein, d'assembler des techs. On s'est dit, mais ça, pour répondre à ce genre de questions, c'est pas marrant du tout. En fait, il faut les consommations de l'année dernière des gens, savoir où est-ce qu'ils sont connectés, les travaux déjà planifiés environnants, qui peut consommer quoi où, les habitudes de consommation, sortir des modèles de prédiction. Bref, c'est une question qui fait très mal, en fait. C'est vraiment une Hmm. question où, pour répondre avec un petit peu un degré de certitude, technologiquement, c'est pas drôle du tout. Et donc Copper a poussé le développement de Greycat assez loin. Aujourd'hui, Copper, c'est un très gros graphe. Il a environ 300 milliards de data points ingérés. Donc, il a plusieurs millions d'assets éléments, plus beaucoup de data points qui sont toutes les time series et les fluctuations de consommation des gens. Il a, on va dire, un graphe qui est très hybride au sens où il a des données mesurées type relationnel, des données time series, des données Ouais. vectorielles qui viennent des résultats de ML, plus des moteurs de ML qui, on va dire, compensent ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire les habitudes de consommation des gens. Et puis enfin, il a toutes les fonctions de simulation scientifique qui viennent du monde, on va dire, classique, hein. Par exemple, les calculs de Powerflow sont des C'est choses ce que qui j'allais sont dire. établies. Il y a une nécessité quand même que des scientifiques se soient penchés sur la question quand il s'agit de répondre à ce que tu disais tout à l'heure. Dans quelle mesure, si je déconnecte telle liaison électrique entre deux nœuds, qu'est-ce qui va se passer sur les nœuds avoisinants? Donc il y a quand même une modélisation Tout scientifique à de ce fait. qui doit se passer dans l'équipement qui doit être réalisée en marge de ce qu'il y a dans Copper.
Mais, et donc, ouais, effectivement, vous avez 1 million d'assets réseau, je lisais 330 000 points de livraison, c'est-à-dire de compteurs électriques, hein, des points de livraison, De- et ça fait 45 milliards de mesures par an que vous collectez sur cet ensemble. Donc, on se rend pas forcément bien compte, mais 45 milliards, c'est quand même quelque chose de... C'est beaucoup. Alors c'est beaucoup parce que les bases de données traditionnelles n'aiment pas du tout monter à ces chiffres-là, hein. Une base SQL, quand on commence à parler de millions, de milliards, tout s'effondre parce que toute cette logique ensembliste de devoir regrouper les choses puis filtrer, on ne peut pas se Ouais, le permettre à ces tailles-là. Donc c'est ça qui a motivé le graphe, parce que le graphe, lui, peut monter à cette taille-là, puisqu'on ne navigue que la partie qui nous intéresse, et donc même si le reste est très gros, bah, au final, c'est pas forcément un gros problème. Et puis c'est un graphe, on va dire, avec plein de calculs plus classiques finalement, les simulations de Powerflow, par exemple, qui sont le calcul de la charge, quand on considère des consommations dans un quartier. On considère qu'est-ce qui est injecté, qu'est-ce qui est consommé, et puis on calcule la charge électrique sur les câbles pour distribuer cette énergie hum, qui va créer un échauffement. Et toute la question, c'est de savoir est-ce que le câble va chauffer et donc est-ce qu'on va l'endommager avec ça. Et ces calculs-là, ils existent, ils existaient depuis longtemps. Simplement, ils étaient faits pour du post-mortem. C'est-à-dire qu'en général, on faisait une analyse, soit après un problème, soit quelques fois par an, pour dire, hum. voilà, on va simuler les pires cas, les pires scénarios, et puis bah, en fonction, en prenant une grosse marge d'erreur, on va dire c'est OK. C'est comme ça que fonctionnait ce domaine-là jusqu'à présent. Ce que change Copper, c'est qu'on peut plus se permettre cette marge d'erreur, on va dire, importante aujourd'hui. Les réseaux sont très stressés, il faut vraiment consommer et injecter beaucoup plus que ce qu'on le faisait avant. Et donc aujourd'hui, on fait du pilotage beaucoup plus temps réel, c'est-à-dire quand on démarre la pompe à chaleur, on regarde la consommation et s'il y a du reste délivrable sur le câble, alors on va en activer une autre dans le quartier, etc. Et ce qu'il y a de certain, c'est qu'en plus, je repense à cette histoire de simulation, c'est que les données historiques sont plus forcément suffisantes parce que tu as des évolutions, la vitesse à laquelle, entre guillemets, des bornes de recharge électrique vont pouvoir s'installer dans un quartier. Si on regarde le nombre de bornes de recharge électrique qu'il peut y avoir dans un quartier maintenant par rapport à ce qu'il y avait il y a un an, c'est parfois le jour et la nuit, quoi. Et donc ça, pour le coup, se baser sur la donnée historique pour pouvoir faire les simulations est quelque chose qui n'est plus suffisant. Et donc vous avez une nécessité d'accéder à, à une donnée très récente, très facilement. Alors Ouais, tu as abordé justement le fait que on peut scaler parce que quand on regarde un problème, on ne regarde que la zone qui correspond à un problème. Et effectivement, ça vient un petit peu, ça nous replonge au début de ce podcast, il y a à peu près 200 épisodes, mhm, quand on parlait des architectures share nothing et autres. Et ouais. vous êtes vraiment dans cette architecture share nothing, où effectivement, le dataset afférent à chacun des éléments, il est isolé de tout le reste et ça vous permet de travailler sur un élément ou sur un groupe d'éléments très facilement sans devoir impliquer l'ensemble de la base de données. C'est ça. C'est en fait l'architecture de V4, elle est, si on la voit de très loin, c'est un ensemble de processus hein, qui plongent, on va dire, dans le graphe. Ils prennent un point de départ et ils plongent dedans. Chacun prend un petit bout du calcul et ne partage rien avec les autres. Et il gère complètement tout seul sa mémoire pour l'avoir en taille fixe. C'est-à-dire qu'on lui donne une taille fixe de mémoire. Et quoi qu'il arrive, il doit traverser les séries temporelles, vectorielles, géospatiales, enfin à peu près tout ce qui est on va dire, une notion de suite dans Greycat. Et il doit le faire en stream, c'est-à-dire qu'il charge au fur et à mesure de son calcul ce qu'il a besoin, et décharge qu'il ne peut plus garder parce que la contrainte mémoire qu'on lui a donnée est dépassée. Et donc, c'est un petit peu finalement l'architecture que les agents commencent à adopter aujourd'hui, hein, c'est-à-dire de diviser pour mieux conquérir, d'avoir un contrôle total de la mémoire qui est pris par chacun. Et donc ça scale très bien parce qu'évidemment, on peut avoir des serveurs avec plusieurs centaines de cœurs qui se battent pas, qui ont une maîtrise totale de la mémoire qu'ils prennent, et donc on peut envisager de faire tourner des bases de données qui ont plusieurs terras de disques sur à peine quelques centaines de gigas de RAM sans trop de problèmes. Donc voilà, c'était l'approche prise par Greycat, et elle est aussi faite pour avoir des systèmes qui restent souverains, c'est-à-dire que on n'a pas besoin d'une ferme de calcul pour Ouais. faire ce genre de choses. Finalement, un bon serveur, on va pas se mentir, il est quand même relativement costaud, peut tout à fait suffire pour faire tourner ce genre de choses.
Donc encore une fois, on revient à quelque chose d'assez simple. C'est le hardware qui définit la vitesse, mais pas le cas d'usage qu'on peut faire tourner dessus. Alors, sans aller sur le cas extrême de faire tourner sur des Raspberry Pi des Si, on graphes peut aller énormes, vers des... c'est un peu ça, on sait le faire, regardez. Donc, si on arrive à le faire avec ça, on arrivera à le faire avec n'importe quoi. Mais ça a déjà un côté super intéressant qui est effectivement de se dire, hein, ben finalement, j'ai une capacité à m'adapter au hardware et à faire rentrer dans une enveloppe hardware très limitée un phénomène gigantesque, quoi. Donc, c'est là où, jusqu'à maintenant, on a cette notion quand même de ma base de données, il faut qu'elle soit gigantesque, il faut qu'elle soit énorme il faut que j'ai un serveur énorme parce que j'ai beaucoup de données et je vais par défaut charger tout en mémoire, quoi. Donc il y a quand même ce côté super intéressant de ce point de vue-là, quoi. Oui, et encore une fois, pour les développeurs, c'est souvent quelque chose de difficile à faire. C'est-à-dire que dès qu'on doit faire rentrer un cas d'usage qui tient pas en mémoire, tout de suite, il faut commencer à diviser, faire des indexations intermédiaires, avoir des sauvegardes sur disque, des checkpoints. C'est faisable. Tout ça, c'est faisable, évidemment, bien sans Grey 4. Mais ça commence à faire monter une sacrée complexité et LLM ou pas, ça fait une sacrée charge technique pour les équipes. Ouais. Et donc nous, on voulait que ça, ce soit vraiment une commodities pour les gens, que ce soit disponible. Et c'est-à-dire que le fait de coder dans une base de données offre les services d'une base de données, c'est-à-dire la gestion mémoire disque gratuite. Et donc ça veut pas dire que la performance c'est aller vite à tout prix. Ça veut dire qu'on peut diminuer les coûts de hosting pour rendre des cas d'usage qui ont pas mal de volume de données, mais pas forcément un énorme outcome du traitement de ces données-là, viable. Parce que sinon, on les ferait juste pas. Et c'est tout le paradoxe. C'est que finalement, on a l'impression que ces systèmes-là sont essentiels, mais c'est pas non plus des systèmes à très haute valeur ajoutée monétaire. Et donc, si on veut les rendre viables, il faut les rendre relativement frugales. Ouais. Vous avez donc démarré avec l'électricité et je pense que l'un de vos gros challenges, ça a été comment est-ce qu'on n'est pas un fournisseur extrêmement verticalisé autour Oui. et qu'on fait tous les distributeurs d'électricité d'Europe et puis après on verra. Et donc votre cas d'usage suivant, il est assez proche finalement, mais finalement différent parce que ce sont des équipements différents, parce que tout le savoir-faire que vous avez pu avoir sur justement ces simulations de l'électricité, il fallait le remettre en question. C'était la distribution d'eau dans les Ardennes, c'est ça? Oui. Alors, pour le dire plus largement, DataThings est une société qui s'est mis, on va dire, mis en tête à valoriser la technologie Grey 4. Et donc, on cherchait un maximum de case studies pour montrer que cette technologie s'applique sur plein de verticales, plein de choses, pas juste l'énergie. Et donc, on a multiplié les proof of concept dans différents domaines pour montrer l'intérêt du graphe, tant pour sa simplicité que sa performance. Dans ces domaines-là. Et donc, après l'énergie, on a eu la chance de pouvoir travailler sur les données d'eau. Donc, dans les données d'eau, ce qu'on cherche, c'est des fuites, des surpressions, des sous-pressions qui vont faire que l'eau va turbiner ou pas. Et donc, on a travaillé sur les données d'eau des Ardennes. Étonnamment, la structure du graphe est quasiment la même. Les pipes versus les câbles, évidemment, et quand bien même on monte l'UI, elles sont très très proches. Par contre, les calculs scientifiques sont très différents. Sur l'eau, on parle de calculs gravitaires, on va calculer des pressurisations de réservoirs pour encaisser et faire tampon. Et donc tout ça, il faut discuter avec les experts. Ça nous a aussi amené à réfléchir que Grey 4 est un SDK pour faire des digital twins. Donc nous, on est experts données, mémoire, disque, tout ça, c'est vraiment notre domaine, on connaît bien. Mais à chaque fois qu'on fait des twins comme ça, on est obligé de discuter avec des experts parce que c'est eux qui nous amènent les fonctions à simuler, les vraies fonctions de simulation scientifique. En général, requiert une expertise. Et donc, on essaye de rendre ça accessible. Et donc, c'est là où on reparle un peu du mélange des deux mondes, parce que la base de données exécute des recherches de données, elle construit un contexte. Et puis après, ce contexte, il faut l'injecter dans une fonction de simulation qui est des fois en C, en C++, en R, en Python, en Rust, que sais-je. On a à peu près tout sur le marché. Et donc, ça nous a amené à réfléchir à avoir un système de plugin pour que ces experts-là puissent nous dire, voilà, j'ai le fonction de simulation scientifique qu'il vous faut, parce que vous, DataThings, vous n'êtes pas forcément expert là-dedans, mais l'assemblage va donner un twin qui va du coup donner des données temps réel accessibles à des simulations qui avant ne l'étaient pas. Et donc, finalement, de travailler sur d'autres domaines comme l'eau, ça nous a amené à réfléchir à ça, à se dire, voilà, il va falloir
à chaque fois discuter avec des experts parce qu'un twin, il est utile que s'il fait un vrai calcul. Il est pas, voilà, on n'est pas juste là pour montrer une time series et en disant voilà, il y a tant de Ouais, on est bien d'eau qui d'accord. part dans le Ouais. tuyau. Il faut dire ça fuit ici et le ça fuit, il y a une vraie fonction à mettre derrière. Et on va pousser un peu plus loin le grand écart en termes de cas d'usage, puisque un autre Oui, de vos cas d'usage, ça a été la Cour européenne de justice, où vous avez fait un digital twin de workflow juridique. Alors là où on arrive sur, effectivement, on modélise dans un graphe, on est capable de faire du RAG pour des LLM là-dessus, voire même d'aller jusqu'à construire des skills pour que Claude puisse s'interagir avec et puiser, entre guillemets, dans la base de connaissances pour faire ça. Donc effectivement, là, on est dans le grand écart et ça démontre que une fois qu'on a appréhendé ce qu'on peut faire avec un graphe, qu'on a craqué cette première réticence qui est toujours un truc qui est toujours difficile. Moi, à chaque fois que j'ai eu à oui. travailler avec un graphe, j'ai eu du mal à rentrer dedans, quoi. Une fois qu'on a ça, qu'on a claqué ça, derrière, on peut faire plein de choses avec, quoi. C'est ça, effectivement, que ça montre, quoi. Oui, tout à fait. Alors, c'est le cas de la Cour de justice était très intéressant parce que c'est pas du tout des données de capteurs, donc ça sort un peu de notre giron habituel. Donc, c'est rafraîchissant quelque part de travailler des données différentes. C'est des données, on va dire, de tout ce qui est jurisprudence, avec la connexion entre les juges, les parties prenantes, tous les textes qui décrivent toutes les parties des avis de la Cour. Et donc, on se retrouve dans un monde graphe on va dire par connexion des choses et des gens, et puis on se retrouve dans un monde graphe parce que finalement les LLM nous sortent tout un tas de vecteurs qui représentent, on va dire, de relations sémantiques entre les choses. Et les LLM, pour organiser, en particulier les vecteurs DB, elles ont aussi besoin d'un graphe. Et donc, on a été amené à finalement réviser certaines parties de notre graphe pour pouvoir héberger les index de vecteurs et les algorithmes de recherche vectorielle qui ont besoin de ce genre de structure. Et étonnamment, du coup, ça a donné une hybridation intéressante parce que du coup, on a toujours cette notion de scalabilité mémoire, de simplicité, etc. Mhm. On a du coup toujours une seule stack, puisque c'est toujours Grey 4 et il n'y a pas d'autres DB orchestrés. Donc on a toujours quelque chose qui peut représenter la time series, par exemple des jurisprudences, le graphe de connexion entre les gens, plus les vecteurs et les connexions sémantiques entre, par exemple, tel texte, tel chunk d'un texte de loi. Et donc l'assemblage a fait, on va dire, un gros knowledge graph qu'on a exposé en MCP à des IA. Et là, on a beaucoup expérimenté parce que un des freins finalement à nos digital twins, c'est que ça reste des DB pour des experts. À chaque fois, il faut faire une interface utilisateur. Donc bref, c'est quelque chose qui demande un développement quasiment custom à chaque fois. Et donc là, la nouvelle approche RAG qui est de dire je mets un chatbot, je connecte tout un tas d'outils disponibles pour que les gens puissent interroger et donc quelque part avoir une interface utilisateur gratuite, si je peux dire, en Mhm. termes de développement. C'était super intéressant et ça a permis à des gens de plonger dans ce knowledge graph très vite. Et puis après, finalement, ils ont pris les skills qu'on avait développés pour Claude pour se faire leurs propres interfaces. Et donc, de fil en aiguille, on retrouve une place différente de nos knowledge graph qui redeviennent des bases de données pour lesquelles les API sont consommables de différentes manières, que ce soit un chatbot ou une UI. Et donc ça, c'est tant mieux parce qu'au final, ça nous sort, on va dire, du problème qui est que c'est des technologies niches. Et Ouais. donc là, tout d'un coup, elles deviennent mainstream. Et donc, c'est super. Et donc, voilà, ça a été un cas d'usage très intéressant sur cet aspect. Et alors, en plus, ben, là, dans le, entre guillemets, dans l'intitulé, il y a la réponse à la grande question de la souveraineté, c'est qu'effectivement, puisqu'il s'agit de la Cour européenne de justice, la souveraineté n'était pas négociable. Et là, clairement, le fait d'avoir quelque chose qui soit simple à mettre en œuvre, qui requiert pas une architecture hardware démentielle, des choses comme ça, a dû être quand même un facteur super intéressant pour avoir effectivement un modèle économique open source. En plus, c'est open source, donc ça a dû satisfaire plein de choses, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, oui, ça fait partie des grands critères que les gens cherchent aujourd'hui. Donc, le fait d'avoir une seule tech au lieu de trois ou quatre, puisque évidemment, quand on veut faire un système comme ça, il faut une base relationnelle, une base vecteur, une base en général pour la time series, plus l'assemblage de tout, et plus les licences qui vont avec, si jamais on parle de systèmes, soit propriétaires, soit des systèmes en production. Euh,
Et donc là, évidemment, dès qu'on arrive avec une tech qui remplace X outils, c'est beaucoup plus facile à justifier son existence. La souveraineté, c'est vraiment le mot-clé qui agite la sphère tech aujourd'hui. Alors, à cause de l'IA en partie, mais aussi et surtout à cause des données. Ouais, Parce qu'on a tout un tas de case studies qui sont aujourd'hui, qui n'étaient pas faisables en particulier à cause des performances, qui seraient aujourd'hui faisables, mais en faisant appel à des acteurs externes. Et là où la jurisprudence sur les données n'est pas encore, on va dire, OK pour certains types de données. Donc, on essaye d'aller chercher ces use cases-là qui ne peuvent pas faire sortir les données et de leur dire, voilà, si on a une tech simple, si on a quelque chose qu'on peut mettre chez vous sur site, et vite, puisque du fait, vu qu'il n'y a qu'une seule tech à prendre en main, ça peut aller très vite sur les déploiements, ça peut certainement débloquer ces case studies-là. Et donc, bah, les choses, tout ce qui touche à du légal ou à des données transactionnelles d'analyse, nous en parlait, tout ce qui est fraude, tout ce qui est, on va dire, analyse documentaire sur des choses sur lesquelles les données peuvent pas sortir, c'est des use cases sur lesquels on va aujourd'hui. Oui. ouais, c'est clair. Euh, et tiens, ben donc, effectivement, parce qu'on a ouvert la porte des LLM, effectivement, il y a ce côté vibe coding qui est toujours un truc intéressant. Et vous avez quelqu'un dans l'équipe qui a voulu, qui a vibe codé une application de prédiction. Alors, dans un domaine très particulier, puisque c'est prédire des trades. Et il a fait ça. Et ce n'est pas un développeur qui a fait ça. C'est votre Tout à bizdev fait. dans l'équipe qui s'est mis à Exactement. essayer de faire cette application. Là, alors, ça a commencé Et comme une qu'est-ce que expérience, mais ouais, c'est voilà. super intéressant. Et ben, ça sort plusieurs choses. Alors, déjà, c'est drôle puisque ce problème-là avait été pris comme un challenge technique. Une équipe nous avait dit, voilà, on galère à faire un calcul. Est-ce que votre graphe peut faire ça? Et en particulier, c'est un calcul de cascade d'effets de bord sur les trades quand il arrive un événement géopolitique. On parle du détroit d'Ormuz, mais donc tout le monde a bien compris le genre de calcul auquel on fait référence. Malheureusement, Euh, l'actualité nous permet de bien comprendre ce qui se passe là-dessus. c'est Ouais. ça, je pense que j'ai pas besoin de beaucoup introduire le domaine. Et donc, ce genre de calcul, il faut dire, voilà, cet événement-là, il va avoir des effets de bord dans 4 à 6 mois sur les prix, sur les stocks. Il faut savoir où et comment et pourquoi les stocks vont partir plus vite à tel endroit que d'autres. Pourquoi telle industrie est plus connectée à ces stocks et donc va être plus impactée. Et donc, c'était un challenge technique. Et donc, le graphe était une super structure pour ça. On a réduit leur temps de calcul de plusieurs heures à quelque chose en millisecondes, secondes. Donc, ils étaient ravis. Mais notre bizdev, lui, c'est un économiste. Et donc, il a vu la chose d'un point de vue très différent. Il a dit, bon, les gars, le calcul, il est marrant, là. Mais en vrai, moi, j'ai plein de méthodologies d'économistes que vous ne connaissez pas, que moi, je voudrais mettre en place. Et du coup, ce knowledge graph-là, je vais aller chercher plein d'autres données, publiques ou pas, des datasets qu'on va scraper à droite et gauche. Et puis, dedans, je vais y mettre, via des skills Claude, des fonctions what if dans votre DB que je vais générer donc avec les skills Y4 dont on parlait, et qui viennent du monde des économistes, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer quand on coupe tel ou tel flux de commodities, quelle est la répartition sur le marché, etc. Tout ça, c'est comme on parlait tout à l'heure, des fonctions d'experts. Bah, lui, c'est un expert économiste, et donc il a codé ça tout seul. Ça a donné un knowledge graph hyper intéressant, qui a un chatbot qui permet de faire, on va dire, des réflexions géopolitiques assez poussées qui peuvent servir à des modeleurs de gens qui font du risque financier. Il y a aussi Ouais. des usages pour des cas de géopolitique, hein, pour des ministères qui veulent anticiper certaines décisions. C'est très intéressant pour les cabinets de conseil qui sont souvent amenés à faire ce genre de calcul. Et donc, expérience super intéressante. C'était pas un développeur. Il a fait, lui, en particulier, toutes les fonctions de prédiction avec ça. Et donc aujourd'hui, le POC est allé très loin, quasiment jusqu'au niveau d'un produit. Alors bien sûr, Ouais. maintenant, il faudrait que la patte des développeurs vienne finaliser ça. Mais ceci étant dit, ça montre que le vibe coding rapproche un peu l'expertise métier, et là en particulier économique, des développeurs. Et c'est tant mieux parce que ça fait que le système du coup va beaucoup plus loin. Je le disais tout à l'heure, une donnée sur un chart ne veut rien dire tant qu'on n'a pas le bon calcul de simulation. Et donc, si le vibe coding nous apporte ça pour dire il y a l'interprétation qui va jusqu'au bout, et ben c'est tant mieux. Ouais, et puis foncièrement, on a cette capacité de se dire, ben, l'accélération et le fait de crash tester des use cases est infiniment plus rapide grâce à ça.
Ouais, Parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que quand on a une donnée qui est hyper vaste, qui est plein de choses, s'il y a un effort démesuré pour pouvoir tester qu'une idée est bonne ou pas bonne, eh ben on va pas la tester. ouais, Je reviens à ce qui est le début du cloud. Werner Vogel disait on veut que le coût de l'échec soit marginal, quoi. Donc à un moment donné, c'était le motto chez Amazon au début, c'était comment est-ce qu'on arrive à faire que nos clients essayent plein de choses parce qu'ils vont pouvoir essayer pour pas cher. Et là, finalement, on transpose enfin ce truc avec ce vibe coding en se disant, ben, finalement, et si on avait 5 protos qui sortent par semaine, on en jettera 4, tout à fait. peut-être 4 et demi, mais à un moment donné, si on était dans un paradigme traditionnel, on en sortirait un demi par semaine. Donc c'est foncièrement là où on a peut-être quelque chose qui favorise l'adoption de quelque chose de quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Il y a ça, et puis un des trucs qui est super intéressant, moi je viens de la communauté du modeling, on a cherché depuis très longtemps à faire des abstractions, des tools qui, on va dire, crachent un bout du code pour essayer Ouais. d'aller soit vers du low-code, soit vers voilà, de l'assistance sur les parties critiques. Là, l'expérience qui était intéressante, c'est que on peut discuter du coup avec la personne qui est en train de vibe coder pour qu'un expert fasse la modélisation. Vu que c'est que du code Grey4, on peut changer les types, changer les importeurs, changer la Mm. structure du graphe. Et du coup, ces nouveaux types sont de facto, et puis du coup, les API qui sont avec, sont de facto disponibles pour le LLM. Et donc, au final, il y a quand même une vraie itération possible. C'est-à-dire que c'est pas on génère et on jette. Enfin, en tout cas, nous, on l'a pas fait comme Mm. ça. Il y a vraiment à côté, ça nous aide à faire les importeurs. Ensuite, on remet l'expertise pour faire que le modèle soit bien structuré, qu'il aille bien en termes de scalabilité. Puis après, il y a un côté vibe coding pour générer des fonctions d'API qui sont, elles, suffisamment simples et se basent sur la modélisation pour du coup scaler. Donc tu vois, il y a un vrai échange possible, une vraie itération qui n'était pas possible avec les approches seules de modélisation. Et donc il y a peut-être quelque chose, voilà, si on construit une méthode Ouais. qui soit très constructive sur le long terme et pas juste du POC, en tout cas, on veut le croire comme ça. Alors, évidemment, le code qui est généré n'est pas toujours extraordinaire. Mais ceci dit, quand il est dans des bacs à sable, c'est tout à fait entendable sur certaines parties et ça permet de le changer quand c'est nécessaire. D'où le fait, comme tu disais tout à l'heure, qu'une fois qu'on a prouvé la valeur que ça a, il faudra faire passer un développeur pour en faire quelque chose de solide, pour en faire quelque chose qui soit qui ne fasse pas tomber l'outil Tout à fait. dans un non-sens ou des choses comme ça, quoi. Euh, on pourrait ouvrir un chapitre complet et je pense que ça vaudra le coup un jour de reparler de ça. Mais moi, je vois dans tout ce que tu dis là une petite connexion qui se fait en dotted line avec ce que Yann Lequin essaye de faire sur l'évolution de l'IA avec ses world models. Et je pense que ça vaudra le coup un jour qu'on parle ensemble de world model parce que il y a Tout à fait. probablement un vrai sujet autour de justement la modélisation de ce knowledge graph et de cette dimension et de cette modélisation du monde physique au travers du knowledge graph qu'on expose à des modèles d'IA. Et je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça et je pense que ça vaudra le coup d'avoir une belle conversation sur le sujet Ouais. un jour ou l'autre, quoi. C'est ce qui, au fur et à mesure qu'on se parle, c'est ce qui me vient à l'esprit par rapport à Avec ça. grand Ouais. plaisir, tout à fait. Oui, c'est le. Alors, j'adorerais évidemment qu'on soit, on va dire, dans la même veine que ces travaux-là, parce que c'est évidemment quelque chose auquel je crois. Je crois vraiment qu'il faut garder l'idée qu'on modélise les données, on modélise les processus physiques, on modélise ce qu'on connaît, et on met l'IA là où elle est, on va Mm. dire, créative et elle compense des manques qu'on ne connaît pas, et non pas pour remplacer des choses qu'on savait faire nécessairement avant. Et donc, je crois dur comme fer que l'assemblage propre des deux va être très intéressant si et seulement si on prend soin de ne pas jeter toutes les connaissances qu'on a déjà. Et donc, les world models, tout comme nous, le fait qu'on veuille garder les fonctions de simulation codées dans un graphe et Mm. exposées à une IA et pas l'inverse, rentre complètement dans cette veine-là. Ouais. Euh, on va revenir dans l'épisode compagnon de cet enregistrement où tu vas nous montrer en démo les choses. Mais
pour un peu clôturer, c'est pour toi, est-ce que dans 5 ans, tu vois les choses comment? Est-ce qu'on rentre dans une couche de raisonnement justement qui peut piloter toute l'industrie? Est-ce qu'il y a une évolution que tu vois déjà d'ailleurs, que tu vois déjà de la manière de laquelle ce qui est possible de faire avec Grecat a été pris en compte? Et puis, ben voilà, un peu de dire pour les data engineers, comment est-ce qu'ils devraient penser pour demain, si tu peux un peu nous aiguiller sur ce futur et puis sur la manière de laquelle il faudrait qu'on travaille pour pouvoir être dans le move, quoi. Ouais, alors 5 ans, c'est un temps à la fois long et court. Moi, je pense que on va dire les twins tels qu'on le fait pour Copper et pour l'industrie vont mettre du temps à arriver. On voit que les changements de mentalité sont longs, les données sont disponibles. Ça fait longtemps qu'on parle de BI, ça fait longtemps qu'on parle de big data, et néanmoins, on voit tout un tas d'industries qui sont très très peu digitalisées. Donc, je crois dur comme fer que dans 5 ans, on va commencer à voir des twins comme celui de la grille électrique être pleinement opérationnels sur des infrastructures, mais il y a encore du chemin à parcourir, pour être franc. Par contre, entre-temps, je crois que les knowledge graphs pour aider l'IA et qui vont être, on va dire, propulsés plus rapidement en partie avec cette hype, vont arriver plus vite parce que l'IA va buter sur les mêmes problèmes que les autres, qu'il faut structurer le contexte et le knowledge, et donc va se rapprocher inévitablement des technologies de base graph et de base de données au sens large, pour sortir, on va dire, des marques dans le flat vers quelque chose de plus structuré. On le voit déjà sur des bases de code qui commencent à revoir des AST en base au lieu de travailler contexte. Ça va probablement arriver avant, et c'est tant mieux parce que ça motivera les gens à dire ok, mais je peux faire pareil avec mon industrie, Ouais. et participer un peu à l'évangélisation de ça. Après, pour la question, pour les data scientists, nous, alors, on a vu différentes tranches de formation. De la mienne plus software qui a connu la modélisation objet comme premier ordre, et une deuxième génération qui est arrivée derrière comme étant le script first et le batch à tout prix. Donc on parlait d'opposition de langage, mais c'est pas du tout un problème de langage, c'est vraiment un problème d'approche. Ouais. Moi, je voudrais motiver les gens à regarder ce qu'on peut faire avec un système à état. Nous, on est convaincus que quand on sait structurer un état, donc on parlait pour la grille électrique, des choses qui étaient chères et calculatorement compliquées peuvent devenir simples parce qu'on peut dire, voilà, je prends cette petite sous-partie du problème, je prends le reste comme étant acquis, compris, je calcule ça, je le sauve, et puis de fil en aiguille, je vais construire un système plus compliqué. C'est beaucoup plus simple de pas tout jeter à chaque fois. Donc l'idée du batch, elle n'est pas mauvaise stricto sensu, mais c'est juste qu'il faut prendre le résultat du batch d'avant pour le batch d'après. Et c'est ça qu'on voudrait motiver avec des technos comme Grecat, à dire aux gens, faites des calculs qui augmentent la connaissance et non pas repartent de scratch. Ouais, ok, ouais, excellent. Excellent. Pour ceux qui voudraient commencer, donc Grecat est open source. Donc on peut l'utiliser, et vous, évidemment, chez DataSync, vous êtes capable d'accompagner les clients pour aller plus loin. Tout à fait. J'imagine que vous avez dans les ressources de Grecat qui est un petit peu le cookbook qui permet de démarrer, qui permet de se mettre en route avec quelques cas d'usage. Et donc, c'est effectivement peut-être un premier pas à faire si vous voulez reproduire ce que l'on verra, ce que tu vas nous montrer à l'écran juste après dans le prochain épisode. Super. Écoute, je suis ravi qu'on ait eu cet échange. C'était super. C'était super intéressant. Moi, c'est effectivement quelque chose qui... On dira ce qu'on veut, mais en se penchant un petit peu sur les problèmes, on a des tonnes et des tonnes de choses qui peuvent rentrer là-dedans. Et moi, j'en suis convaincu depuis toujours. Et c'est peut-être pas le problème, n'est peut-être pas le graphe, c'est peut-être le tooling qu'il y avait autour, et peut-être que ça, aujourd'hui, à l'aune du LLM, c'est peut-être là où ça change tout. C'est qu'on a la capacité, effectivement, à peut-être beaucoup mieux appréhender, à beaucoup mieux interagir avec ce graphe, ce qui requiert quand même une gymnastique à laquelle on n'est pas préparé, quoi. On va être très clair. Mais ouais, la modélisation dans un graphe pour ensuite interagir dessus avec un LLM, finalement, est quand même une très bonne idée, quoi, au final. Ouais.
disons qu'au final, c'est là où on voit que les milieux enfin, on vient tous on va dire de case studies différents, mais quand je vois la structure que prennent les knowledge graphs, les bases de RAG, qui finalement reprennent maintenant les mêmes structures que ce qu'on a fait dans les compilateurs, les AST, etc., pour on va dire, faire les optimisations de compilo. On voit qu'il y a quand même une vraie cornerstone là-dessus à représenter un état, que c'est le nerf de la guerre, que finalement les bases de raisonnement ont besoin de ça, qu'elles soient très intelligentes, entre guillemets, comme des LLM, et capables d'être très créatifs ou non, ou juste des fonctions de simulation. Le nerf de la guerre, c'est l'input. Et tant qu'on n'a pas réglé la question de l'input, régler la fonction calculatoire ne changera rien. Donc oui, nous on est convaincus de ça. On espère que en ayant rapproché le graphe des langages à objets, on gagne, on va dire, en simplicité pour beaucoup de gens, parce que cette gymnastique, normalement, elle a été apprise par cette base commune que les développeurs ont, qui est je structure mon code. Alors évidemment, on peut parler d'objets, de fonctionnels, de monades pour les aficionados de Scala, mais quand même, c'est une base commune. La plupart des développeurs ont ça, donc ils sont capables de faire ça. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que le code qu'on a craché depuis pas mal d'années a ça, et donc les LLM ont été entraînés là-dessus, et pour eux, vraiment modéliser un objet, c'est d'une clarté limpide. Ouais. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus clair pour eux que d'avoir une connaissance un petit peu empirique sur des foreign keys qui pourraient avoir tel ou tel impact sur les performances si peut-être on fait tel type de query. C'est une gymnastique qui est quand même plus compliquée. Donc voilà, on espère avoir simplifié un peu le schmilblick. Et là où aujourd'hui on parle de modèles sémantiques et de tout ce qui s'ensuit, foncièrement on n'est pas loin quand même de cette... le modèle sémantique, c'est comment traverser un modèle de données tabulaire et utiliser les bons attributs pour pouvoir aller d'une donnée tabulaire à une autre. Alors que là, de manière explicite, par la structure de données, c'est déjà explicite, quoi. Donc c'est clairement là où effectivement il y a une très nette évolution par rapport à ça, quoi. Ouais. Donc, merci. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à l'enregistrer. Et on vous retrouve tout de suite pour une démo de Greycat en regardant un petit peu justement ces use cases phares dont on a parlé. Et vous allez pouvoir voir ça en action. À très bientôt. Très bientôt, merci.